Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la journée de m'avoir invité à parler de mes travaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail qui est effectué dans le cadre de ma thèse, qui est réalisée en co-tutelle entre l'Université de Montréal au Canada et le PHE en France, avec un contrat doctoral d'Humanum. Mon travail de thèse, il se concentre sur l'étude des prémices de la tradition sculptée monumentale en Inde ancienne. Bon, pour vous faire un rapide contexte historique, au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Inde, sous l'impulsion d'un empereur qui est appelé Ashoka, on voit apparaître pour la première fois des représentations qui sont à la fois en pierre et monumentales. Ces représentations, en fait, elles sont situées sur des chapiteaux de colonnes libres, et ces colonnes libres, elles sont précisément datables parce qu'on a des inscriptions directement dessus. Et donc, ces chapiteaux, ils forment un corpus très restreint de motifs animaliers et végétaux, qui sont les suivants. Donc, on a le taureau, l'éléphant, le lion, le lotus, l'oiseau et le cheval. Et on a certainement d'autres colonnes avec d'autres motifs qui existaient, mais on a seulement ces six motifs qui nous sont parvenus. Donc, en fait, c'est sur ces six-là que je concentre mon travail de thèse. Ces motifs, ils sont ensuite reproduits sur l'ensemble des monuments indiens à la période qui suit, qui est appelée la période formative, parce qu'en fait, c'est simplement les débuts de la production artistique à large échelle en Inde. Et c'est une période qui est datée du coup du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc qui commence avec les piliers d'Ashoka, et qui se termine au IIIe siècle après. Ce à quoi je m'intéresse dans mon travail de thèse, c'est en fait, à partir de cet instantané iconographique que sont les piliers d'Ashoka, d'étudier les évolutions et les adaptations des motifs qui y sont représentés tout au long de la période qui suit, et ce, à l'échelle de l'ensemble du sous-continent indien. En fait, ces motifs, on les retrouve à la fois dans des scènes narratives qui représentent des scènes religieuses et comme motifs décoratifs, comme cadre de ces scènes, donc, ou autour de celles-ci, ou comme des frises. Et lorsqu'en fait ils sont utilisés comme motifs décoratifs, ces motifs, ils sont figurés en très grand nombre avec des variations iconographiques très fines. Pour pouvoir étudier ces motifs, il faut déjà pouvoir les identifier. Or, je m'intéresse à une période qui, comme je viens de vous le dire, est étalée sur plus de 6 siècles et sur un sous-continent dans son ensemble. Donc, ça fait quand même beaucoup d'images à étudier, surtout si on les regarde une par une et trop à l'échelle d'un travail de thèse. C'est dans ce cadre-là que je fais appel à l'IA. Et précisément, quand je parle d'IA, en fait, je parle plutôt de modèle de vision par ordinateur, qui est une sous-branche de l'IA. Et l'objectif, c'est à partir des photographies des sculptures, pouvoir identifier automatiquement les six motifs qui m'intéressent. Donc, lorsqu'un modèle apprend à identifier des motifs sur une image grâce à la vision par ordinateur, il réalise en fait deux tâches qui sont distinctes. La première, c'est de reconnaître l'emplacement des motifs au sein des images. C'est-à-dire qu'on reconnaît, par exemple, dans un masque, c'est-à-dire qu'on va prendre le contour des motifs et on va les identifier. Ensuite, on cherche à classifier les motifs, c'est-à-dire qu'on leur attribue une catégorie ou une étiquette. Et donc, je vous ai mis sur l'image de gauche un exemple du résultat attendu avec les motifs qui sont vraiment identifiés avec leur contour et la catégorie, donc le nom du motif qui est associé. Cette approche, elle est appelée vision distante par Tyler Arnold et Lauren Tilton, en reprenant le concept de lecture distante théorisé par Franco Moretti dans les années 2000 et en l'adaptant à l'étude de à l'histoire de l'art. Donc, une fois ces deux tâches réalisées, dans mon travail de thèse, les motifs identifiés sont extraits des images et ils sont comparés à l'aide d'une méthode de clustering. Et le clustering, c'est un type d'analyse qui permet de diviser les données en différents paquets homogènes selon des caractéristiques communes. Donc, je vous ai mis sur le PowerPoint les masques des motifs extraits à gauche et en fait le clustering quand il est représenté en graphe ensuite. L'objectif, c'est de comparer les motifs entre eux et d'identifier des similarités et des divergences dans leur représentation et d'essayer de cerner quels facteurs sont liés à ces tendances. Est-ce que, en fait, il y a un facteur qui est lié à une période précise, à une région en particulier, à un centre de production donné? Et est-ce que ces tendances, elles sont typiques d'un motif en particulier ou est-ce qu'elles sont observables sur plusieurs d'entre eux? Parce qu'en fait, à la période ancienne en Inde, il existe très peu de sources sur l'émergence de la production artistique monumentale. Tous les textes qu'on a, ils sont postérieurs de plusieurs siècles. Les seules sources textuelles qui sont contemporaines, ce sont des inscriptions, mais du coup, c'est très réduit.
On n'a aucun atelier de sculpture qui n'est directement identifié, les œuvres ne sont pas signées. Donc en fait, la seule source qui nous permet d'étudier les débuts de la production artistique, ben, en fait, ce sont les œuvres d'art et les sources iconographiques et archéologiques. Et du coup, bah, suite à ce manque de sources extérieures, on a quand même une connaissance très réduite des centres de production artistique et des réseaux d'échange. Donc, le but de ma thèse, c'est d'essayer de discerner, à partir de cette analyse iconographique fine, des influences artistiques, des changements, des évolutions, et de voir quelles caractéristiques sont partagées dans le continent indien, et du coup, plus largement, d'essayer de définir plus précisément la notion d'indianité, c'est-à-dire la notion qui définit les traits constitutifs de la civilisation indienne, et surtout son pendant matériel à ses débuts, parce qu'en fait, l'indianité, elle est souvent uniquement définie d'un point de vue du fait linguistique, et le fait iconographique et artistique est souvent moins étudié. Donc j'aimerais pouvoir, en tout cas sur la partie matérielle, pouvoir mieux le définir. Donc pour réaliser une telle étude, je suis un workflow classique et je travaille pour cela conjointement avec l'entreprise Teclia. Et donc, du coup, ce workflow, il est comme suit. Donc, il a une première phase d'acquisition des images, puis de création d'une base de données. Ensuite, on a une phase de pré-traitement des images, c'est-à-dire qu'il faut un peu les recadrer, les redimensionner, jouer sur les contrastes. J'en ai certaines qui sont en couleur, d'autres en noir et blanc, donc retravailler la colorimétrie. Ensuite, viennent les phases d'annotation et d'entraînement du modèle. Puis une analyse des performances du modèle pour voir bah, s'il a bien réussi à identifier les motifs qui m'intéressent ou non. Et si c'est le cas, on arrive à l'extraction des motifs et à une analyse comparative avec notamment le clustering, comme je vous l'ai présenté juste avant. Dans ce workflow, on a vraiment deux étapes qui sont cruciales, c'est l'annotation et l'entraînement du modèle. L'annotation, tout d'abord, elle consiste à créer des images avec les résultats attendus afin de générer des exemples à partir desquels le modèle il va être entraîné. Et ces exemples sont appelés la vérité de terrain. L'entraînement du modèle, qui est la deuxième phase critique, elle peut être réalisée de deux façons différentes. On peut en fait déjà choisir d'entraîner un modèle ex nihilo, donc vraiment à partir de rien, ou on peut décider de fine-tuner un modèle qui est déjà existant, c'est-à-dire qu'on l'adapte aux nouvelles données et on le rend pertinent pour celles-ci. Dans le domaine de l'histoire de l'art numérique et de l'archéologie numérique, c'est plutôt cette deuxième approche qui est privilégiée, car elle permet des gains d'efficacité significatifs, ainsi qu'une réduction de la quantité de données et des ressources computationnelles nécessaires. Le fine-tuning permet également de réappliquer des modèles déjà existants, donc comme je viens de le dire, et en fait, on a déjà des modèles qui sont entraînés et qui ont une grande précision pour identifier des objets sur des photographies. Le problème de ces modèles déjà existants, c'est en fait qu'ils sont entraînés sur des images qu'on appelle naturelles, c'est-à-dire des photographies de la vie de tous les jours, mais ils ne sont pas habitués à traiter des images patrimoniales comme les miennes. Et c'est pourquoi la notation, c'est une étape aussi cruciale. Elle permet d'indiquer à ces modèles quels éléments nous intéressent précisément, et plus important encore, elle permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins de données. Et en effet, pour que le fine-tuning soit aussi efficace que possible, les données utilisées pour la seconde phase d'entraînement du modèle doivent être le plus similaires possible à celles sur lesquelles il a été entraîné la première fois. Concernant les productions artistiques de l'Inde, le domaine est encore émergent et très peu de projets en humanité numérique s'appliquent à son analyse. Et il n'existe pas aujourd'hui de modèle disponible ayant été entraîné sur des données similaires aux miennes. En fait, une telle dynamique, elle ne s'explique pas par un manque d'intérêt, mais par la nature même des images étudiées et par les défis spécifiques des corpus lithiques anciens. En effet, il y a plusieurs défis par rapport à l'analyse de ces corpus d'un point de vue computationnel, mais il y en a vraiment trois majeurs. Le premier, en fait, c'est le relief des sculptures, qui crée une multiplicité de points de vue et d'angles de vue, ce qui rend la reconnaissance des motifs plus difficile. Ensuite, on a l'absence de couleur, qui est souvent un critère déterminant pour les modèles de vision par ordinateur. Et enfin, le troisième défi, c'est l'état de conservation des sculptures anciennes,
Et ça, c'est vraiment le cas quand on étudie des corpus aussi anciens que le mien. Et je vous ai mis quelques images qui sont donc dans un état de conservation très parcellaire et qui vont être très complexes pour l'étude à l'aide d'un modèle. Et au-delà du fait qu'il n'existe à ce jour aucun modèle disponible entraîné sur des données similaires aux miennes, un autre problème à prendre en compte pour la mise en place d'une méthode de fine-tuning, c'est la multiplicité d'interprétations possibles pour une même œuvre d'art et pour un même objet. En effet, les modèles de vision par ordinateur entraînés sur des images naturelles, ils n'ont pas une telle difficulté car ils ont une vision positiviste des images. Une photographie, par exemple, qui représente un chat, elle va être classifiée et identifiée avec le terme chat, et voilà. Et donc, c'est quand même relativement simple comme interprétation. Mais en histoire de l'art et en archéologie, il existe quand même une multitude d'interprétations possibles pour chaque œuvre et pour chaque objet. Et à en croire Dominique Stutzmann, qui travaille aussi sur ces questions-là, il existe selon lui en sciences humaines et sociales une illusion selon laquelle les vérités de terrain seraient toutes bonnes et exhaustives, et elles sont, d'après lui, parfois fausses. Et dans tous les cas, elles ne sont valables que pour certaines questions de recherche spécifiques. Et en fait, ce problème, il est le corollaire d'une notion qu'on appelle le fossé sémantique, c'est-à-dire c'est la différence entre l'objet qui est représenté et la description qui peut en être faite, qui est une lecture culturelle particulière de l'image. De fait, la notation et l'identification des motifs au sein d'œuvres d'art sont déjà une interprétation de l'image qui correspond à un unique niveau de lecture parmi toutes les interprétations possibles. Et ces spécificités, qui sont relatives aux productions artistiques, elles soulèvent plusieurs questions sur la manière de les traiter d'un point de vue computationnel. Et pour lui illustrer un peu ça, je vous ai mis un bas-relief d'une scène qui s'appelle le songe de Maya et qui représente en fait le songe de la mère du futur Bouddha dans la tradition bouddhique. Donc, la mère du futur Bouddha, elle est représentée en haut du bas-relief allongé là sur son flanc droit, en train de rêver. Et dans son rêve, il y a un éléphant qui lui apparaît, qui vient symboliser en fait le fait qu'elle va tomber enceinte du futur Bouddha. Et donc la question, c'est cet éléphant qu'on voit au milieu haut de la scène, comment est-ce qu'on va l'identifier? Est-ce qu'on l'identifie comme la métaphore de la naissance du futur Bouddha? Est-ce qu'on l'identifie comme le rêve de la mère du Bouddha? Ou alors est-ce que simplement on l'identifie en tant qu'éléphant, à l'instar des éléphants qui sont représentés en bas dans le même bas-relief et qui sont eux en fait de simples animaux? Donc, dans le choix de ma thèse, moi, j'ai fait le choix d'identifier tous les animaux d'une manière, en fait, également positiviste et naturaliste, c'est-à-dire que peu importe qu'ils soient au sein d'une scène narrative ou au sein d'une frise, ou qu'ils aient une métaphore qui leur est associée, je vais identifier cet éléphant comme un éléphant. Euh, mais ce qui semble important de souligner ici, c'est qu'une telle approche, elle doit être consciente et elle ne doit pas oblitérer les réflexions sur la subjectivité et l'entraînement des modèles. La classification, elle est le fruit d'un choix et d'une certaine interprétation des images qui, avec une autre problématique ou un autre axe de recherche, serait différente. Et au-delà du fait d'identifier certains éléments de manière différente, on pourrait également avoir une approche complètement divergente sur l'analyse des images. Et en fait, ce dont je vous parle depuis le début sur la manière d'identifier les motifs, ça s'appelle la segmentation par instance, c'est-à-dire qu'on identifie et on classifie les objets au sein d'une image en distinguant chaque objet par catégorie. Donc sur l'image de gauche, on a deux éléphants et on identifie bien le fait qu'on en a deux et au sein d'un masque, c'est-à-dire qu'on suit précisément les contours du motif. Mais en fait, on pourrait avoir une approche différente. Par exemple, on pourrait choisir d'identifier les motifs non pas dans un masque qui suit précisément les contours, mais juste dans une boîte englobante qui place l'emplacement des motifs au sein des images, mais pas aussi finement. Donc en fait, la différence dans cette identification, elle est au niveau de la granularité. On pourrait avoir également d'autres approches, comme la segmentation panoptique, qui, elle, consiste à segmenter tous les éléments d'une image, même l'arrière-plan. Ou alors on pourrait avoir une approche mixte qui combine masque et boîte englobante, comme c'est le cas sur l'image de droite. Et je trouve que, par exemple, la segmentation panoptique, en histoire de l'art et quand on fait des études iconographiques, elle est très intéressante.
Parce que comme elle identifie tous les éléments d'une image, elle permettrait d'avoir une étude sur le programme iconographique d'un site ou d'un monument. On pourrait par exemple comparer les tendances dans la place prise en compte par chacun des éléments, la taille qu'ils occupent, s'il y a des changements dans cette organisation, des évolutions, ce genre de questions-là. En tout cas, l'usage des modèles et la manière de reconnaître et de catégoriser les objets au sein des images n'est pas neutre et c'est déjà encore une fois le fruit d'une interprétation. Ici encore, il n'existe pas de réponse universelle et celle-ci dépend de la problématique de recherche. Il est également important de noter que le workflow classique que je vous ai présenté au début, avec une phase d'annotation puis d'entraînement du modèle puis d'inférence, en fait, ce n'est pas non plus l'unique approche possible quand on applique des méthodes de vision par ordinateur à des corpus comme le mien. Et on essaye, dans le cadre de ma thèse au HLNAB et particulièrement avec mon collègue Adam Fassi, justement de revisiter le workflow et d'avoir une approche un peu à contre-pied, si je puis dire, en adoptant dès le départ un modèle de segmentation et pour ensuite permettre de faciliter l'annotation. Ce travail, il est permis notamment avec la publication du modèle Segment Anything 2 de Meta, qui a été publié il y a moins de 2 mois, et qui permet de segmenter une zone d'intérêt dans une image avec un minimum d'informations, c'est-à-dire un, 2, voire 3 points maximum. Et donc, le fonctionnement de ce workflow revisité serait le suivant. Donc, pour l'instant, il fonctionne dans un notebook Jupyter. Mais ce serait de mettre une image dans le notebook et ensuite avec un seul point, donc là qui est symbolisé par la petite étoile verte sur la deuxième image, de pouvoir en fait reconnaître le motif qui nous intéresse. Et avec un point, le modèle propose automatiquement des masques à différents niveaux. Et c'est ça qu'on voit sur les 3 images du milieu. C'est-à-dire qu'on a le niveau de seulement l'éléphant, mais on a également le niveau de l'éléphant et de la fleur autour, et enfin le niveau de l'éléphant, de la fleur et du cercle décoratif autour. Donc ça permet vraiment d'avoir les différents niveaux de lecture avec une seule phase de notation et un seul modèle dans un même environnement de travail. Et au-delà de cette capacité d'avoir ces différents masques au même endroit, on voit que sur l'éléphant, sur le masque du haut, il manque quand même un petit bout de la patte avant et un petit bout de la trompe. Et en fait, avec simplement un ou deux clics en plus, on peut vraiment affiner le masque pour avoir un masque très propre, comme on le voit sur la quatrième image. Donc en fait, très rapidement, on peut avoir un masque très précis et ça évite, quand on fait de la notation, c'est souvent une étape très longue et laborieuse parce qu'il faut vraiment faire tout le tour du motif. Et là, du coup, on n'a plus à faire ça. Et donc, l'objectif de ce workflow de revisité, c'est de rendre le processus d'annotation plus rapide, précis et corrigible, et en fait qu'il soit flexible pour permettre d'annoter les images selon les différentes problématiques de recherche et selon plusieurs niveaux de lecture. Et il a également pour objectif de publier ces annotations dans un fichier selon un format interopérable et d'après un standard contrôlé et normalisé. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, notamment avec Pictoria. Donc, ce rapide aperçu de mon travail de thèse, ça montre quand même que les défis techniques et méthodologiques inhérents à l'application de modèles de vision par ordinateur à des corpus comme le mien sont nombreux, il faut le dire. Cependant, je pense que se questionner sur de tels corpus et avec de telles méthodes, ça ouvre de concert de nouvelles voies fécondes pour la recherche en histoire de l'art et en archéologie. Et pour conclure, ce qui me semble important de prendre en compte, c'est que les modèles de vision par ordinateur, comme je l'ai dit plusieurs fois, ils ne sont pas neutres ou objectifs, mais ils appliquent une certaine manière de voir les images qui est fondée sur les images naturelles sur lesquelles ils ont été entraînés à l'origine. Il est donc vital, à mon sens, d'allier à cette vision distante des matériaux archéologiques qui est permise par l'IA, une vision qu'on appellerait proche. Et celle-ci, elle consiste en une analyse au cas par cas de certaines œuvres, dans l'idée de conserver une proximité avec les objets étudiés et de ne pas perdre le lien avec leur matérialité. Et au sein des grandes tendances mises en exergue par la vision distante, la vision proche, elle permet d'identifier des facteurs uniques à une œuvre ou à un groupe d'œuvres, une spécificité locale ou un particularisme exclusif à quelques objets.
Et j'ai repris pour ça la citation de Yves Citon que je trouve très juste et très jolie, qui dit que la vision proche, elle permet de déceler les micro-résonances locales qui font toute la richesse de la texture proche à une œuvre, alors que, à contrario, la vision distante, elle réintègre ces observations dans des phénomènes à large échelle dont l'ampleur est autrement difficile à cerner. Et l'intérêt, je crois aujourd'hui, il est situé dans l'interaction entre vision proche et vision distante, et plus précisément dans la possibilité permise par la seconde de mettre en avant des sources spécifiques sur lesquelles appliquer la première. Et je vous remercie pour votre écoute.